Fort haut au début de 1941, il participa à ce qui allait être connu sous le nom de l'illustre Blitz. Il fut cité à l'ordre du jour pour son rôle dans la bataille du Cap Matapan pendant la guerre en Méditerranée. Lorsque la guerre a consumé le monde, même les lignées royales se sont retrouvées dans les tranchées et les décombres. Des princes pilotant des bombardiers aux reines défiant les tirs, ce n'étaient pas que des figures de proue. C'étaient des combattants. Les membres de la famille royale, qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, ont prouvé que les couronnes ne les rendaient pas intouchables. Ils ont été témoins de la destruction de première main et ont épaule contre épaule avec des soldats qui n'avaient que du courage à revendre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 20 membres de famille royale dont vous ignoriez qu'ils avaient servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et croyez-moi, vous n'allez pas croire qui figure sur cette liste et à quel point ils ont failli ne jamais rentrer chez eux. 20. La reine Élisabeth, TN. Le jour de la victoire en Europe en 1945, une jeune femme en uniforme rejoignit la foule en liesse dans les rues de Londres. Rares étaient ceux qui savaient qu'il s'agissait de la princesse Élisabeth, héritière du trône britannique. Ce soir-là, elle et sa sœur Margaret se sont faufilées hors du palais de Buckingham pour célébrer l'événement avec des citoyens ordinaires, se fondant dans la masse de ceux que leur famille avait menés pendant des années de guerre. Quelques mois auparavant, Élisabeth s'était enrôlée dans l'Auxiliary Territorial Service, où elle avait suivi une formation de conductrice et de mécanicienne. À 18 ans, elle a appris à réparer des moteurs, à conduire des camions militaires et à gérer des convois, des tâches très éloignées de la vie royale. Ses supérieurs ont souligné sa concentration et son éthique de travail, ce qui lui a valu le surnom de « princesse mécanicienne automobile ». Son service fut court, mais symbolique. Elle est devenue la première femme membre de la famille royale britannique à servir dans les forces armées, donnant un exemple de leadership direct qui a façonné son règne pendant des décennies. 19. Le prince Philippe. À seulement 19 ans, le prince Philippe a servi comme aspirant à bord du HMS Valiant pendant la bataille du Cap Matapan en 1941. Chargé de faire fonctionner les projecteurs du navire, il a aidé à localiser un croiseur italien à courte portée, permettant aux artilleurs britanniques de frapper en quelques minutes. Son calme et sa précision sous la pression lui ont valu la croix de guerre grecque pour sa bravoure. Au cours des 4 années suivantes, Philippe a servi sur plusieurs fronts navals, de la Méditerranée au Pacifique, et a été promu premier lieutenant à bord du HMS Wallace. Lors d'un raid aérien en 1943, il a aidé à protéger son navire en déployant un radeau fumigène qui a détourné un bombardier allemand en approche, une décision rapide qui a permis de sauver l'équipage. En 1945, il servait sur le HMS Welp et a assisté à la capitulation du Japon dans la baie de Tokyo. Le bilan de guerre du prince Philippe reflète un leadership et un engagement constant, des qualités qui ont plus tard défini ses décennies de service public. 18. Le prince Édouard. Après avoir abdiqué le trône en 1936, l'ancien roi Édouard VIII a repris son service public pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que duc de Windsor. Lorsque la guerre a englouti l'Europe, il a cherché à contribuer aux efforts de la Grande-Bretagne malgré la controverse entourant son passé. En 1940, il fut nommé gouverneur des Bahamas, une colonie britannique stratégiquement située dans l'Atlantique. FR, bien que loin du champ de bataille, son affectation était toujours considérée comme faisant partie de l'administration de guerre de l'Empire. Depuis Nassau, le duc supervisait la coordination de la défense dans la région, s'efforçait d'améliorer les communications et les installations portuaires et soutenait les initiatives liées à l'effort de guerre allié. Il représentait également la couronne lors de visites destinées à remonter le moral et entretenait des canaux diplomatiques avec les territoires britanniques des Caraïbes.
Si certains considéraient son rôle comme un exil déguisé en service, il n'en occupait pas moins un poste officiel en temps de guerre au sein de la structure britannique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le duc a continué à servir au sein des forces alliées, une preuve de loyauté de la part d'un homme autrefois destiné à porter la couronne. 17. Le roi George VI. Lorsque la guerre a de nouveau consumé l'Europe, le roi George VI est devenu le cœur silencieux de la résistance britannique. Alors que les bombes du Blitz pleuvaient sur Londres, il refusa de quitter la capitale, partageant le danger de son peuple. Formé comme officier de marine et pilote de la RAF certifié bien avant que la couronne ne touche sa tête, il comprenait les hommes qui se battaient sous le drapeau britannique et se fit un devoir de se tenir à leur côté. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, George VI a détenu les titres d'amiral de la flotte, de maréchal et de maréchal de la Royal Air Force, symbolisant son commandement sur toutes les branches du service. Bien que n'étant pas sur le champ de bataille, il a servi comme commandant en chef dans tous les sens du leadership. Il a inspecté les troupes, a traversé les décombres après les raids aériens et a visité les usines de munitions pour rallier les travailleurs qui maintenaient la machine de guerre en vie. Derrière des portes closes, il rencontrait Winston Churchill en privé chaque semaine, l'aidant à prendre des décisions qui guidaient les Alliés pendant les heures les plus sombres de la Grande-Bretagne. Sa détermination, son humilité et son courage visible ont transformé la monarchie en un emblème vivant de l'endurance nationale, un emblème qui n'a jamais faibli, même lorsque Londres brûlait. 16. Le prince George. Le prince George, duc de Kent, se distinguait de l'image traditionnelle de la royauté pendant la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de rester en sécurité, il a revêtu l'uniforme bleu de la Royal Air Force et a choisi de servir directement son pays dans sa lutte pour la survie. En tant que commodore de l'air, il est devenu le premier membre de la famille royale à occuper un poste actif dans la RAF, travaillant au sein du commandement des bombardiers pendant certaines des années les plus incertaines de la guerre. Loin d'être une figure cérémoniale, le prince George s'intéressait sincèrement à la planification opérationnelle et au travail de renseignement, visitant souvent les bases aériennes et parlant aux équipages de leur mission. Il comprenait la gravité de leur rôle. Les hommes risquaient tout dans le ciel nocturne au-dessus de l'Europe, et il veillait à ce que leurs besoins et leur morale soient entendus au plus haut niveau. Sa présence apportait à la fois autorité et encouragement, comblant le fossé entre la monarchie et les hommes de première ligne. Par son service, le duc de Kent a prouvé que le devoir était plus qu'un mot lié à la lignée. C'était quelque chose qui se gagnait par le courage, par le sacrifice et par la volonté de servir lorsque le monde l'exigeait le plus. 15. Le prince Henry. Lorsque la guerre a englouti l'Europe, le prince Henry, duc de Gloucester, a troqué la formalité royale contre le courage militaire. En tant qu'officier supérieur de l'armée britannique, le prince Henry a servi aux côtés du corps expéditionnaire britannique en France, coordonnant les opérations vitales entre les unités de première ligne et le haut commandement pendant les premières étapes cruciales de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, alors qu'il traversait le nord de la France, son convoi a été attaqué par voie aérienne, le laissant blessé, mais dirigeant toujours les communications au milieu du chaos. Après son retour en Grande-Bretagne, il a été nommé officier de liaison en chef pour les forces nationales, reliant la stratégie militaire à la planification de la défense du gouvernement. Ses affectations se sont rapidement étendues aux missions diplomatiques dans les nations alliées, où il a représenté les intérêts militaires de la Grande-Bretagne avec le sang-froid d'un commandant chevronné. FR en 1944, son leadership constant lui valut d'être promu général, une distinction que peu de membres de la famille royale ont obtenue grâce à un service actif. La carrière de guerre du prince Henry
reflète une discipline et une loyauté discrètes, définies moins par la cérémonie et plus par l'engagement envers les soldats qu'il a servi à ses côtés, un membre de la famille royale qui a assumé son devoir sur le terrain et non derrière les murs du palais. 14. Le roi Léopold III. Lorsque les forces allemandes ont envahi la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, le roi Léopold III, monarque belge, a pris directement l'autorité sur son armée, déterminée à résister malgré des obstacles insurmontables. Pendant 18 jours, les troupes belges ont combattu avec acharnement sous son commandement, tenant des lignes de défense clés, retardant l'avance allemande et donnant aux forces alliées le temps de se regrouper. Mais lorsque le front s'est effondré et que les pertes civiles se sont multipliées, Léopold a pris la décision controversée de se rendre, choisissant de rester avec ses soldats plutôt que de fuir à l'étranger. Sa capture a fait de lui l'un des prisonniers de guerre les plus en vue d'Europe. Détenu d'abord au château de Laeken, puis déporté au plus profond de l'Allemagne, lui et sa famille ont subi l'isolement sous la surveillance nazie jusqu'à leur libération par les forces américaines en 1945. Pourtant, son choix en temps de guerre a divisé la Belgique. Pour certains, il était un monarque qui partageait le sort de son armée. Pour d'autres, un souverain qui a abandonné la cause alliée. Le commandement militaire de Léopold en 1940 reste l'un des rôles royaux les plus débattus de la Seconde Guerre mondiale. Un roi pris entre le devoir, la survie et l'éthique impossible de la guerre. 13. Le roi Pierre II. À seulement 17 ans, le roi Pierre II de Yougoslavie est devenu le plus jeune monarque d'Europe et l'un des rares membres de la famille royale à avoir activement servi pendant la Seconde Guerre mondiale par son courage, sa diplomatie et son exil. Lorsqu'un coup d'État militaire, en mars 1941, a renversé la régence pro-Axe, Pierre est monté sur le trône et a immédiatement été confronté à l'invasion d'Hitler. Refusant de devenir un dirigeant fantoche, il s'enfuit en Grèce, en Palestine et en Égypte avant d'atteindre Londres, où il jura de continuer à se battre pour sa patrie occupée. Depuis son exil, il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale en dirigeant le gouvernement yougoslave en exil et en s'alignant étroitement sur le cabinet de guerre de Winston Churchill. Pierre a diffusé de puissantes émissions de radio qui exhortaient les citoyens yougoslaves à résister à l'occupation nazie et à garder la foi en la libération. En 1942, il s'est adressé aux congrès américains, appelant à l'unité des Alliés et louant la bravoure de son peuple qui se battait dans des conditions impossibles. Bien que dépouillé de son trône et séparé de sa nation, le roi Pierre II a transformé l'exil en service. Sa détermination, son leadership et son défi juvénile ont fait de lui l'un des membres de la famille royale les plus inspirants qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. 12e prince Charles. Le prince Charles de Belgique, frère cadet du roi Léopold III, n'était pas un royal cérémonial lorsque la guerre est arrivée. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que colonel dans la cavalerie belge. Lorsque les forces allemandes ont envahi le pays en mai 1940, Charles a rejoint les lignes de front pendant la campagne désespérée de 18 jours pour défendre sa patrie. Bien que la Belgique ait finalement succombé, sa volonté de servir sous le feu lui a valu le profond respect des soldats et des civils. Après l'occupation, le prince Charles a refusé de coopérer avec les autorités nazies et est entré dans la clandestinité, se déplaçant discrètement à travers la Belgique sous de fausses identités. Sa loyauté en temps de guerre contrastait fortement avec la controverse entourant la reddition de son frère. Au moment de la libération en 1944, les Alliés et le gouvernement belge considéraient Charles comme une figure stabilisatrice. En 1944, il fut nommé régent de Belgique, régnant en l'absence de Léopold et guidant le pays dans son redressement après la guerre. Fr, sans leadership, a restauré l'ordre démocratique
et a contribué à la reconstruction de l'unité nationale. Le courage au combat et l'intégrité dans la paix du prince Charles ont fait de lui l'un des membres de la famille royale les plus discrètement héroïques qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. 11. Le prince Bernhard. Le prince Bernhard de Lippe-Biesterfeld n'était pas un royal qui se cachait derrière les murs du palais. Lorsque l'Allemagne nazie a envahi les Pays-Bas en 1940, il s'est échappé avec la famille royale néerlandaise en Angleterre et a immédiatement rejoint la cause alliée. Pilote chevronné et leader naturel, il a obtenu sa commission dans la Royal Air Force, devenant finalement commandant d'escadre, une rare réussite en temps de guerre pour un membre de la famille royale. Depuis le ciel au-dessus de l'Europe occupée, Bernhard a effectué des missions de reconnaissance et de combat, risquant personnellement sa vie pour riposter au régime qui avait envahi sa patrie. Son perspicacité stratégique lui a valu plus tard un rôle clé dans la coordination de l'opération Market Garden, la tentative audacieuse des Alliés de libérer les Pays-Bas en 1944. Le courage et l'action ont défini ces années de guerre. Pour sa valeur, il a reçu l'ordre militaire de Guillaume, la plus haute distinction militaire du pays. Au moment du retour de la paix, le prince Bernhard s'était révélé non seulement comme une figure de proue royale, mais aussi comme un soldat, un aviateur et un stratège, l'un des rares princes d'Europe à s'être réellement battu pour la liberté de son pays. 10. Le grand-duc Jean. Le grand-duc Jean de Luxembourg était le prince soldat qui s'est battu pour la liberté. Avant de porter une couronne, il portait l'uniforme de l'armée britannique. Né en 1921 au château de Berg, il a fui le Luxembourg avec sa famille lorsque l'Allemagne nazie a envahi le pays en 1940. Exilé au Canada, il a étudié le droit à l'université Laval. Mais lorsque le monde était en guerre, les études ne suffisaient pas. En 1942, il s'est porté volontaire pour les Irish Guards, déterminé à participer à la libération de l'Europe. Après avoir terminé sa formation d'officier à Sandhurst, Jean a débarqué en Normandie le 11 juin 1944, quelques jours seulement après le jour J. Servant comme sous-lieutenant dans la division blindée de la Garde, il a combattu dans la bataille de Caen, a traversé la Seine et est entré dans Bruxelles au début du mois de septembre. Le 10 septembre 1944, il est retourné au Luxembourg aux côtés des forces alliées. Accueilli comme un héros national, Jean a poursuivi la campagne à travers l'opération Market Garden, la bataille des Ardennes et l'avancée dans la forêt allemande de Reichswald. Son service pendant la guerre a prouvé son courage, son humilité et son dévouement au devoir. 9. Le prince héritier Olaf. Lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Norvège en avril 1940, le prince héritier Olav a refusé de se soumettre à l'occupation. En tant qu'héritier du trône, il a rejoint son père, le roi Haakon VII, en fuyant vers la Grande-Bretagne, où le gouvernement et l'armée norvégiens se sont regroupés en exil. Loin de vivre dans le confort, Olaf s'est jeté dans le devoir, servant comme chef de la défense des forces norvégiennes exilées basées au Royaume-Uni. Dans ce rôle, il a travaillé en étroite collaboration avec les commandants britanniques et alliés, supervisant les troupes norvégiennes, les marins marchands et les aviateurs qui ont continué le combat à travers l'Europe et l'Atlantique. Ses émissions de radio vers la Norvège occupée exhortaient ses compatriotes à résister, devenant une voix constante de courage pendant les années les plus sombres de la guerre. Lorsque le vent a tourné en 1945, le prince héritier Olav est retourné en Europe aux côtés des forces alliées, visitant les unités norvégiennes et témoignant personnellement de la libération de sa patrie. Fr. Son leadership en exil, son calme sous la pression et son sens inébranlable du devoir ont fait de lui l'un des soldats royaux les plus respectés de la cause alliée. Un prince qui a vraiment mené depuis le front. 8. La princesse Irène. La princesse Irène de Grèce et du Danemark
devenue duchesse d'Aoste par son mariage dans la famille royale italienne, n'était pas une aristocrate ordinaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le conflit a englouti l'Europe, elle a refusé de rester à l'écart. Au lieu de cela, elle s'est portée volontaire auprès de la Croix-Rouge italienne, se consacrant aux soins des blessés et dirigeant un train hôpital qui évacuait les soldats blessés du brutal front de l'Est. Son courage et sa compassion sont devenus légendaires parmi les troupes. Elle a personnellement supervisé les évacuations sous les bombardements, s'assurant que les blessés atteignaient la sécurité alors même que la fortune de l'Axe commençait à s'effondrer. Lorsque l'Italie a signé l'armistice en 1943, Irène a refusé d'abandonner son poste. Sa loyauté envers ses hommes et sa mission humanitaire lui ont coûté cher. Elle a été détenue par les forces allemandes et plus tard placée sous stricte surveillance. Tout au long du chaos, la princesse Irène a incarné la dignité, la bravoure et l'empathie. Elle était une royale qui a troqué la soie contre des uniformes, le luxe contre le danger et le privilège contre le service, prouvant que le courage sur le champ de bataille pouvait venir non seulement des généraux, mais aussi d'une duchesse compatissante qui soignait au milieu des décombres de la guerre. 7. Prince Makassa. Le prince Makassa, le plus jeune frère de l'empereur Hirohito, a servi le Japon non pas derrière les murs du palais, mais au sein de sa machine de guerre. Nommé officier de cavalerie dans l'armée impériale japonaise, il a été affecté en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a atteint le grade de major. Sur les lignes de front, il a été témoin des brutales campagnes d'expansion militaire du Japon, des scènes de destruction, d'occupation et de souffrance qui le hanteraient pour le reste de sa vie. Servant sous la bannière impériale, Makassa a participé aux opérations du Japon pendant l'apogée de son empire. Ses fonctions l'ont mis face aux sombres réalités de la guerre, de la violence dans le sillage de Nanjing-guk aux difficultés endurées par les soldats et les civils. Malgré son rang et sa naissance royale, il a rempli son rôle avec discipline et détermination, gagnant le respect de ses hommes. Mais la guerre l'a aussi changé. Ce dont il a été témoin l'a amené à s'interroger sur la direction du Japon et son coût moral. Lorsque la paix est finalement revenue, le même homme qui avait porté l'uniforme de l'Empire allait plus tard appeler à la vérité et à la responsabilité. Le service du prince Massa pendant la Seconde Guerre mondiale l'a défini, non pas comme un symbole de conquête, mais comme un témoin de son lourd tribut. 6e, prince Takamatsu. Le prince Takamatsu n'a pas regardé la Seconde Guerre mondiale se dérouler depuis un balcon de palais, mais depuis les lignes de front où il a servi. Formé à l'Académie navale impériale japonaise, il est devenu un officier de marine de carrière, commandant des destroyers et des croiseurs à travers le Pacifique. Au moment où le Japon est entré en guerre, il avait obtenu le grade de capitaine, participant à des opérations navales clés et partageant les épreuves de ceux qui étaient sous son commandement. Fr. Mais contrairement à beaucoup de ceux qui l'entouraient, Takamatsu a vu où la guerre se dirigeait. De son poste au sein de la marine impériale, il a reconnu la démesure du Japon et a averti l'empereur Hirohito qu'un conflit prolongé avec les puissances occidentales entraînerait la ruine. Ses conseils sont restés lettre morte, car l'Empire a continué à avancer vers le désastre. Lorsque le Japon a finalement capitulé en 1945, ses paroles se sont avérées prophétiques. Alors que d'autres recherchaient à la gloire, le prince Takamatsu a servi avec discipline et conscience, loyal à son devoir, mais assez courageux pour remettre en question son but. Son service pendant la Seconde Guerre mondiale se distingue non pas par la conquête, mais par la clarté. Un officier royal qui a porté le poids de la prévoyance au milieu d'une nation en guerre. 5. Le prince Amadeo. Le prince Amadeo de Savoie, cousin du roi Victor Emmanuel III, s'est distingué comme l'un des commandants italiens les plus respectés
pendant la Seconde Guerre mondiale. Aviateur chevronné et officier décoré, il fut nommé vice-roi de l'Afrique orientale italienne et dirigea ses forces avec courage et dignité, alors même que le cours de la guerre se retournait contre lui. Coupé des approvisionnements et des renforts, Amadeo et ses hommes ont fait leur dernier combat à Amba Alagi en 1941, entourés par des troupes britanniques et du Commonwealth largement supérieures. Refusant d'abandonner ses soldats, il choisit de partager leurs épreuves et de les guider à travers chaque bombardement et chaque perte. Lorsque la défaite est devenue certaine, Amadeo a insisté pour que ses hommes soient autorisés à se rendre avec les honneurs militaires complets, un geste rare de respect mutuel entre ennemis. Fait prisonnier, il succomba à la malaria en captivité 1 an plus tard. Pourtant, même ses ravisseurs se souvenaient de lui avec admiration, l'appelant un soldat au caractère rare. Le service du prince Amadeo pendant la Seconde Guerre mondiale incarnait le leadership sous pression, le courage sans arrogance et l'honneur, même dans la défaite. 4. Le prince héritier Umberto. Avant de devenir le dernier roi d'Italie, le prince héritier Umberto a servi comme maréchal pendant la Seconde Guerre mondiale, commandant le groupe d'armées Ouest pendant la brève campagne de 1940 contre la France. Bien que les combats ayant été courts et limités, ils ont donné à Umberto une expérience directe d'une guerre que son pays était mal préparé à soutenir. Contrairement à beaucoup de ceux qui faisaient partie du cercle de Mussolini, il a abordé son commandement avec professionnalisme, gagnant le respect de ses officiers et de ses homologues étrangers. Alors que la guerre se retournait contre l'Italie, le rôle d'Umberto est passé discrètement du champ de bataille à la survie de la nation. Lorsque la monarchie s'est séparée de Mussolini en 1943 et a cherché un armistice avec les Alliés, il a soutenu les efforts visant à réaligner l'Italie vers la paix et la reconstruction. Stationné dans le sud de l'Italie sous la supervision des Alliés, il a contribué à superviser la réorganisation des forces italiennes loyales et la restauration progressive de la stabilité. À la fin de la guerre, Umberto symbolisait un pont entre le passé de l'Italie et son avenir démocratique. Bien que son règne en tant que roi ait été bref, son service en temps de guerre a fait preuve de discipline, de sang-froid et d'un engagement envers l'unité nationale. L'héritage du prince héritier Umberto pendant la Seconde Guerre mondiale est celui d'un soldat royal qui a fait face au chaos avec devoir et a contribué à guider sa nation de la dictature vers le renouveau. 3. Le prince héritier Frédéric. Le prince héritier Frédéric, plus tard roi Frédéric IX, a servi son pays non pas depuis un trône, mais depuis le pont d'un navire de guerre. Officier de marine de carrière et contre-amiral dans la marine royale danoise, il s'est tenu prêt lorsque l'Allemagne nazie a envahi le Danemark en avril 1940. Bien que sa nation ait été rapidement occupée, Frédéric a refusé d'abandonner la dignité des forces armées danoises. Au milieu de l'occupation, il est devenu le cœur stable du commandement naval danois, préservant les navires, la discipline et le moral sous les yeux allemands. Les officiers le considéraient comme un symbole de défi tranquille, un homme qui a maintenu vivant l'esprit de service lorsque la résistance ouverte était impossible. Lorsque son père, le roi Christian X, n'a plus pu agir, Frédéric s'est avancé en tant que régent, représentant la couronne avec une force calme pendant les années les plus sombres de la guerre. Au moment de la libération en 1945, il avait gagné non seulement le respect de ses marins, mais aussi la confiance de sa nation. Le service de guerre du prince héritier Frédéric n'a pas été défini par les batailles gagnées, mais par l'honneur maintenu. 2. L'empereur Haïlé Sélassié Huyé. Bien avant de devenir un symbole mondial de la résistance, l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié Huyé était un dirigeant se battant pour la survie de sa nation. Lorsque l'Italie fasciste a envahi l'Éthiopie en 1935, Sélassié a mené ses troupes au combat, déterminé à défendre l'un des seuls royaumes indépendants d'Afrique.
Submergé par les armes modernes, il a été contraint à l'exil, mais il a refusé d'accepter la défaite. De Grande-Bretagne, Sélassié est devenu la voix d'une nation conquise, s'adressant à la Société des Nations pour condamner l'agression et prévenir de la tempête à venir. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, ses paroles se sont avérées prophétiques. Avec le soutien des Alliés, il est retourné en Afrique en 1941, menant les patriotes éthiopiens aux côtés des forces britanniques et du Commonwealth pour reprendre Addis Abeba et restaurer son trône. Une fois de retour au pouvoir, Sélassié a offert des aérodromes et des renseignements aux Alliés, contribuant à protéger l'Afrique de l'Est du contrôle de l'Axe. Sa victoire symbolisait plus qu'une libération. C'était un triomphe de la foi et de la persévérance contre l'Empire et l'exil. Le service d'Haïlé Sélassié pendant la Seconde Guerre mondiale est un symbole de courage, de stratégie et de croyance inébranlable en la justice. Le lion de Juda qui a rugi pour réclamer sa terre et son héritage. 1. Le roi Michel Thuyer. À seulement 22 ans, le roi Michel Thuyer de Roumanie a fait l'un des gestes les plus audacieux de la Seconde Guerre mondiale. Alors que d'autres dirigeants luttaient pour survivre au chaos, il a pris des mesures qui ont changé le cours des batailles finales de l'Europe. En août 1944, alors que l'emprise de l'Allemagne nazie commençait à s'affaiblir, Michel a orchestré un coup d'État audacieux contre le régime pro-Axe du maréchal Ion Antonescu, l'arrêtant personnellement à l'intérieur du palais royal. En quelques heures, il a annoncé le passage de la Roumanie du côté des Alliés, ordonnant à son armée de se battre contre les forces mêmes qu'elle avait autrefois soutenues. Cette seule décision a raccourci la guerre en Europe de l'Est et a sauvé d'innombrables vies. Les historiens estiment qu'elle a accéléré la défaite de l'Allemagne de plusieurs mois et a permis à l'armée rouge d'avancer avec moins de pertes. Pour son courage, Michel a ensuite été décoré par les États-Unis et l'Union soviétique, un honneur que peu pouvaient revendiquer. La position du roi Michel a prouvé que même un jeune monarque pouvait modifier le destin des nations par sa conviction et son courage. Son histoire nous rappelle que le leadership n'est pas une question d'âge ou de pouvoir. Il s'agit de faire ce qui est juste lorsque le monde est au bord du gouffre. Auriez-vous tout risqué pour l'avenir de votre pays? FR, faites-le nous savoir dans les commentaires. Aimez la vidéo et appuyez sur l'icône de la cloche pour des vidéos quotidiennes. À la prochaine fois.